que chez nous, c'est 40 heures la semaine travailler minimum et tu peux pas te permettre de dire bah non, je grève, je vais pas venir demain parce que tu es viré sur le champ et bizarre. Et puis on attend la pause. Il y a ma copine qui m'envoie un SMS, je crois qu'on s'est trompé dans le fil. Mais c'est qu'ils ont fait une enquête et sans te prévenir ou Bah, disons qu'ils ont figé mes comptes. Ce qu'on est beau dire, cette conversation elle risque d'être enregistrée. Bizarrement, quand il faut, il n'y en a jamais d'enregistrement. Ouais. J'ai posé mon dossier fin 2023 pour renouvellement de titre de séjour et j'ai demandé la carte de résident. J'ai attendu 2 ans. La relation toxique, comment vivre avec un pervers narcissique. Ouais. Et tout. Au début, c'est love bombing à fond, c'est vraiment tout pour toi. Et puis au bout d'un moment, quand tu es prise, bah là, ça commence les balançoires émotionnelles, les manipulations, les menaces. Ça va loin. Coucou tout le monde et bienvenue dans les City Paradis. Aujourd'hui, on se retrouve pour le 3e épisode post-ellipse avec comme invité Anastasia. Ouais, j'ai dit l'ellipse, ouais, parce que je me sens un peu comme dans One Piece. Je suis en train de vivre mon aventure là. Mais du coup, aujourd'hui, on accueille Anastasia. On est sur le 3e épisode, enfin donc la 3e semaine de septembre, si je ne me trompe pas. J'espère que les 2 premières parties de l'épisode de Mélina vous aura plu. Enfin, plu, on s'entend. J'espère que vous avez laissé des commentaires, que vous l'avez accompagnée, que ça vous a touché, que voilà. Donc merci d'être heureux là pour ceux qui sont là depuis la pause, qui sont toujours là. Merci pour ceux qui nous ont rejoints. Je vous fais des gros bisous. Je vous laisse avec un épisode sur se sentir, comment on se sent quand on est étranger en France. Et voilà, bon visionnage à vous. Bisous. Coucou tout le monde et bienvenue dans le City Paradis. Aujourd'hui, on accueille Anastasia. Anastasia, présente-toi. Et bonjour tout le monde, donc je suis Anastasia, je suis russe et ça fait 11 ans et demi, 12 ans à peu près que je suis en France et donc je me considère comme entière française, mais pas encore légalement. Ok, je suis curieuse de savoir ce que tu veux dire. Ok. Ça veut dire que j'ai pas encore nationalité, mais en fait, voilà, je suis quand même légalement mais ici présente. 11 ans, 12 ans, tu es entièrement française à nos yeux. Bien intégrée en tout cas. Ouais. Alors du coup, le fonctionnement du podcast. Tu as plusieurs cartes avec plusieurs thèmes. On a déjà parlé du thème que tu voulais aborder, mais juste pour que tout le monde puisse aussi avoir un avant-goût de ce dont tu veux parler, je te laisserai choisir le thème que tu veux. Ensuite, on le montre en caméra et bien sûr, là on choisit ce thème, mais ça n'empêche pas d'aborder les autres sujets qui te semblent importants et dont tu veux parler parce que c'est ton épisode, c'est ton moment à toi, donc profite. On va commencer par celui que je t'ai partagé déjà. Ouais. Étrangère en France. Voilà. Alors du coup, pourquoi tu voulais nous parler de ce sujet? Qu'est-ce que ça t'évoque? Comme j'ai dit, vu que je suis un tiers intégré, on va dire, je garde quand même quelques traits qui sont venus avec moi de Russie, mais là, je me retrouve un peu sur le terrain inconnu. Je ne peux pas dire que je suis une immigrée, ni que je suis intégrée à 100%. Et du coup, là, voilà, c'est une étrangère un peu entre les deux. Donc, ça m'évoque un peu les questionnements quotidiens. Est-ce que je suis à ma place? Est-ce que j'ai bien fait de venir? Est-ce que j'ai bien fait de rester? Donc, c'est quelque chose... comme la montre sur le mur de la chambre qui fait tic-tac tout le temps. Des fois tu l'ignores, des fois tu arrives à dormir avec, des fois à 3h du matin ça te réveille comme un bruit de fond mais qui est trop fort et du coup voilà, je voulais juste
parler un peu de ça, voire peut-être trouver mes réponses, parce que des fois, quand on pose des questions en voix haute, les réponses elles viennent toutes seules. Et peut-être qu'il y a des gens qui regarderont et qui se retrouveront aussi, et que ça laissera un peu à réfléchir. Et puis aux autres gens de se positionner un peu, de voir comment les gens peuvent se sentir des fois même exclus en plein soirée, être bien entourés, mais se sentir quand même seul des fois. Et puis voilà. Ouais, totalement. Et puis là, en plus, on a tous les deux à peu près la même problématique de vie, mais juste à des points différents. C'est-à-dire que toi, ça fait 11 ans que tu es là. Moi, j'ai grandi ici, mais en vrai, je me sens très étrangère parce que j'ai grandi à la maison avec tout ce qui était de Madagascar et de la Réunion. Donc, dans mon cœur, je me sens beaucoup là-bas, mais en même temps, quand je vais là-bas, je suis pas là-bas. Oui. Et quand je suis ici, j'essaye d'être full française dans ma tête, mais la réalité, c'est qu'on me fait comprendre aussi des fois que je le suis pas totalement. Donc, je pense qu'on a un peu tous les deux, et c'est pour ça que le thème était là. C'est aussi parce que je pense qu'on a toutes les deux visions différentes de ce que c'est que d'être étrangère en France, et du coup, ce serait super intéressant de pouvoir échanger à propos de ça. Ce qu'on peut faire, c'est commencer par manger. Ouais, depuis tout à l'heure, je regarde. Je te laisse prendre ton... Ah, ok. Mais du coup, validé. Pour commencer sur le sujet, j'ai essayé de penser à quelques questions, et je me suis dit, quoi de mieux que de commencer par l'origine de pourquoi tu t'es retrouvée à venir en France. Qu'est-ce que tu fais là? C'est la question, ouais. À la base, je suis venue pour les études. C'était le programme de double diplôme entre mon université à Moscou et université Clermont-Auvergne, UDA, je crois que ça s'appelait à l'époque. Maintenant, ça a fusionné, donc c'est UCA, Université Clermont-Auvergne, donc peu importe. Mais donc à la base, c'était le programme selon lequel on était censé de venir un an. Valider licence 3 et repartir avec 2 diplômes dans la poche, celui de Moscou et celui de licence 3 de l'Université d'Auvergne, et ça aurait ajouté une ligne dans mon CV comme quoi j'ai passé un an en France, voilà, j'ai un diplôme, et ça aurait eu un peu de valeur ajoutée à ma candidature sur le marché de travail de Moscou à l'époque, quand comme ici aussi, tu es jeune, tu n'as pas d'expérience, donc du coup il faut mettre toutes les pierres sur ton côté de balance, comme ça au moins ça fait une différence. Et quand je suis arrivée ici, déjà les premières 3 mois c'était une euphorie pas possible, parce que je voyais les gens détendus, où j'étais à la fac, donc les jeunes adultes qui sont vraiment leur seule préoccupation, c'est qu'est-ce qu'on fait ce week-end, où est-ce qu'on va, qu'est-ce qu'on fait jeudi soir. Voilà, surtout jeudi soir. C'est là où j'ai découvert aussi ce concept de faire des soirées le jeudi soir et pas le vendredi. Parce qu'apparemment on prend le train pour rejoindre sa famille le vendredi, donc comme ça jeudi. C'est que du coup en Russie il n'y a pas ce truc là de... en fait en plus c'est grand la Russie, donc je me dis il n'y a pas ce truc de les étudiants partent ailleurs, donc forcément on peut pas faire la fête le week-end. Ça dépend, parce que moi j'ai eu de la chance, ma ville natale elle est à 2 heures de Moscou où je faisais mes études, donc en fait je pouvais me permettre de partir tout le week-end voir ma famille, c'était un peu le luxe, mais c'est vrai qu'il y avait des collègues avec qui on partageait la résidence universitaire et qui eux habitaient, comme on disait, à quelques fuseaux horaires de Moscou, donc forcément pour aller là-bas un week-end. Donc là-bas, il n'y a pas forcément de... déjà, il n'y a pas de jour pour faire la fête à Moscou, surtout parce que c'est une capitale, et puis ça bouge, ouais. Il suffit juste d'avoir un jour où tu ne commences pas à 8h du matin, mais plus à midi ou plus à 14h l'après-midi, et là tu fais ta fête. Voilà, mais c'est vrai que les horaires, c'est un peu la première chose qui m'a marquée en France quand je suis arrivée, c'est que tout se fait par horaire. Genre, tu manges à l'heure précise, le magasin ferme à l'heure précise, tu te coiffes, laisse tomber. Les médecins, il faut attendre 3 mois pour en avoir un rendez-vous. Le psychologue, j'en parle même pas. Non, mais je sais pas qui est le pire, si c'est les ophtalmos, si c'est les gynécos, si c'est les psys, vraiment, parce que c'est vraiment les 3. Ouais, les 3 sont très 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 espacés Mars dans le 2026. Temps. Voilà, exactement. T'as mal aux yeux maintenant ? Mais attends, mars 2026.
tu verras mieux. Oui, peut-être que t'en auras plus besoin à ce moment-là même. Oui. Ou plus de moi, mais Voilà. de quelqu'un d'autre. Exactement. Mais, oui, c'est vrai que maintenant je m'y suis faite et même j'apprécie vachement qu'il y a des gens qui estiment bien son temps et qu'il n'y a pas des heures. Ben, comment dire, c'est pas contrôlé, c'est qu'en fait des fois les exigences des employeurs à Moscou c'est par-dessus tout et ici en fait il y a un bon balance entre le temps de travail, le temps de vie privée, le temps de même les vacances. Et au début, ça me manquait de ne pas pouvoir faire des choses à 2h du matin, mais maintenant, même dimanche, je dis ah cool, je peux rien faire, il faut aller nulle part. J'ai déjà fait mes courses parce que j'avais pas le choix, je l'ai fait samedi. Ouais. Mais En vrai, ça me fait rire ce mode de pensée parce que je pense que pour beaucoup de Français, on travaille encore beaucoup. c'est pour ça quand c'était le sujet il y a quelques années de CGT, des heures de travail, tout ça, moi je fermais ma gueule parce que moi j'ai mon avis et ça va pas vous plaire parce que chez nous c'est 40 heures la semaine travailler minimum et tu peux pas te permettre de dire bah non je grève, je vais pas venir demain parce que tu es viré sur le champ et ils vont signer le papier 2 jours d'avant comme ça bah non tu fais plus partie de... Ah ouais. Ça rigole beaucoup ça moins rigole avec ça. Et puis les heures sup, en fait, c'est même pas que c'est pas payé, c'est que en fait, limite, tu es obligé d'en faire un peu pour bien te montrer auprès des employeurs, tes managers et tout, et comme ça, on t'apprécie un peu mieux. Et puis, vraiment, l'exigence de service, des fois, je sais pas, même des fois, moi, je vais à Moscou là, à mon état actuel. L'année dernière, par exemple, j'étais à Moscou parce que beaucoup d'amis qui sont restés là-bas. Et je fais la tournée des amis comme ça. C'est vraiment, j'envoie un message. Bon, préparez-vous de telle semaine ou 10 jours. Je suis à Moscou. Ouvrez vos agendas. Vous me dites quand vous êtes disponible. Et vraiment, je fais la tournée. Et ma copine, on s'est vu. Il était 11h du soir, minuit. Et elle me dit, tu veux des sushis? Et mon premier réflexe, mais le pauvre, il est pas censé dormir à cette heure-ci. Je sais pas. Je dis non, t'inquiète pas. Donc du coup, le temps qu'on a commandé, le temps qu'on a attendu, il est arrivé, il était 1h30 du matin. Il est arrivé avec un paquet de sushis, il était tout content. Oui, il a sourire grand les yeux. Donc maintenant, c'est ça qui me choque, alors qu'avant, c'était la norme. Donc du coup, la première fois que tu as travaillé en France et que tu as eu tes horaires, t'étais pas trop contente ou au contraire juste vraiment mais c'est quoi ce bordel, est-ce qu'il y a un problème du coup Déjà, quand j'ai eu mon premier travail, j'étais contente tout court qu'on m'a enfin pris parce que pour trouver le travail, c'était une autre chose. C'est compliqué, pourquoi? Parce que tu parlais pas très bien la langue à ce moment-là ou c'est juste pour une raison X ou Y les gens ne prenaient pas ton CV? Je pense c'est surtout la langue et du coup par conséquence ma confiance en moi et plutôt mon estime parce que la confiance je sais ce que je peux, je sais de quoi je suis capable mais en fait c'est plus mon estime en se disant de toute façon je suis une étrangère, ils ont plein de candidats français, moi qu'est-ce qui me sort de l'eau? Rien du tout, en fait je savais pas faire de mon origine une force. Donc pour moi c'était plus de toute façon oui je sais, moi aussi je m'aurais pas pris donc oui pas de souci, je comprends. Et en fait la langue parce que je l'apprenais petit à petit quand je suis arrivée en France, je ne le parlais pas spécialement, on avait le programme qui nous préparait pour venir justement pour cette année de double diplôme. Mais notre formateur, il était tellement gentil, tellement doux, il était français, mais il parlait super bien russe. Donc des fois, quand on avait la flemme d'apprendre des choses, il nous expliquait en russe et puis forcément, tu ne retiens pas pareil. Si tu ratais le cours, tu arrivais le jour, le lendemain, il disait bon, c'est pas grave, on va recommencer. Donc vraiment, les fesses d'agneau, tu te dis bon. Donc je garde super bon souvenir de lui, mais par contre, niveau efficacité, du coup. Attends, c'était quoi l'expression que tu as utilisée? Je connais pas cette expression. Doux comme les fesses d'agneau. C'est la première fois de ma vie que j'entends cette expression. Et pourtant.
Ah ouais, ok. Mais après, c'est la mienne, du coup. On dit pas ça en Russie. C'est Ouais. juste, c'est Ouais, non, mais c'est l'analogie. ton expression. Et bah maintenant, ça va être l'expression de tout le monde. De rien. Et il nous a donné quelques bases de grammaire, mais niveau vocabulaire, c'était vraiment très très faible. Et le prof, il nous a donné du coup quelques bases, mais niveau vocabulaire, c'était pas ouf. Et quand je suis arrivée à l'aéroport de Clermont-Ferrand, j'ai pris le taxi pour arriver au Crous avec mes valises. Le monsieur a commencé à dire voilà, regardez ici, regardez par là, ça va être utile. Je suis quasi sûre qu'il parlait de supermarchés pas chers, des laveries, des choses comme ça. Et moi, la seule pensée, c'était on a un souci. Je comprends rien de. Ah merde. Non, mais vraiment. Et on est arrivé, je suis arrivée à peu près une semaine avant le début des cours. On était 6 dans ce programme, donc on est arrivé au fur et à mesure. J'étais la pionnière du coup, la découverte de la ville. Et on se retrouve au cours. Peut-être, 40 minutes plus tard, on se rend compte que c'est pas le bon cours. Parce que, bizarrement, on était censé avoir le droit social. Il y a des diapos de philosophie. Les gens, c'est pas tout à fait pareil de ce qu'on a vu le matin. C'était bizarre. Et puis, on attend la pause. Il y a ma copine qui m'envoie un SMS. Je crois qu'on s'est trompé d'amphi. Mais vous avez attendu jusqu'à la pause. Oui, on levait direct. Politesse, en plus on était dans les amphis, 300 personnes, on était au milieu pour bien voir les cours, donc en fait on n'allait pas marcher sur les gens. Donc du coup on a attendu la pause et on a vu après qu'ils ont changé d'amphi parce que le prof l'a demandé, je sais pas quoi. Donc au début oui, c'était vraiment à Fort Boyard, c'est vraiment, il fallait courir partout, trouver les bons gens, trouver les clés, Ouais, l'organisation et même tout ça sans comprendre, surtout que les Français sont pas hyper accueillants en ce qui concerne les personnes qui parlent pas français. On a fait des efforts du coup à comprendre qu'on veut bien parler français, mais si on fait des fautes, désolé, mais voilà, on rentrait pas en disant en anglais, voilà, donnez-nous tout, on est là, non, quand même, on a fait profil bas, Non, mais un minimum. Oui. Puis, je sais par exemple qu'un jour, j'étais dans un magasin et il y avait une personne qui parlait anglais, qui n'arrivait pas à s'exprimer avec la caissière et elle lui est sortie mais on est en France ici, faut parler français. Et du coup, je me suis dit, tu vois, je veux bien que tu fasses un effort, mais il y a un moment où faut m'aider aussi à m'en sortir. Mais dans ce cas, en fait, là, on pourra couper. En fait, là, j'ai pris le bus, il n'y en a pas un qui parlait français dans le bus, donc on est en France. Surtout que l'anglais, en vrai, c'est la base. Oui, oui. Et puis malgré le fait que oui, on m'a prévenu, on nous a prévenu que oui, il faut essayer au moins parler français. Rien que tu dis bonjour, après tu enchaînes en anglais, déjà ça c'est mieux vu que juste anglais. Mais il y avait des gens, surtout dans la génération de mon âge à peu près, ils parlaient anglais, même mal, mais pareil, j'ai pas eu trop l'impression que c'était trop snob et que c'était quelque chose après où ça dépend de génération ou des endroits. Par exemple, l'administration de Crous, là, non. Je pense que, comme tu dis, ça dépend vraiment des générations. Oui. Je pense qu'il y a une génération qui est bien moins ouverte que les autres. Et puis pour bien cacher aussi qu'eux ne parlent pas anglais, donc du coup, il vaut mieux dire vous êtes en France ici que d'assumer que oui, c'est vrai, j'ai pas appris anglais, donc désolé. Ouais, non mais si. Mais oui. Mais oui, et du coup, les premières semaines, tu les as vécues comment en France quand t'es arrivée ? Comme j'ai dit, euphorique, mais malgré le fait que je comprenais rien, en fait, j'ai eu de la chance. J'ai rencontré mon meilleur pote sur les réseaux sociaux quelques années avant que je vienne à Clermont, parce que nous, on a un réseau qui s'appelle VK, c'est un peu analogue de Facebook. Où on peut mettre notre université, notre éducation, un peu ce qu'on fait, un peu comme Facebook finalement. Et pour me la péter un peu, bien sûr, j'ai mis Université de Clermont dans mes études. Et lui, il a dû me trouver par ce moyen-là, parce que comme ça, il pouvait retrouver un peu tous les russophones à Clermont. Et du coup, il me dit, tiens, ça te dit d'aller boire un café un jour ? Je dis, tu attendras 1 an et demi parce que je suis pas encore arrivée, je suis encore en train de faire mon programme. Ouais. Et du coup, durant cette année et demie, des fois,
Mais c'est que tu savais déjà en avance que tu voulais venir à Clermont? Dès que j'ai intégré le programme, en fait, on Oui. n'avait pas le choix d'université. Ah oui, ok, d'accord. Et c'était cette université-là. Et j'avais plutôt le choix du pays où je pouvais aller. Et on avait le choix entre Italie, France et Pays-Bas. Mais France, c'était le seul programme qui proposait vraiment une année à l'étranger avec immersion totale. Parce que Italie, c'était 6 mois, 4-6 mois, un semestre. Ouais. Et forcément, tu viens pour un semestre, tu fais que la fête. En fait. Il y a peu de chances que tu valides ton diplôme. Et celle de Pays-Bas, c'était en anglais, mais complètement en distance. Donc, je voyais pas trop l'intérêt. Voilà. Donc, le résultat, c'était l'université de Clermont. On s'est retrouvés comme ça. Et puis, quand je suis arrivée, c'est lui qui m'a accueillie et qui m'a aidé à faire toutes les démarches. Donc, en fait, j'ai eu cette facilité-là. Et finalement, mes premiers mois, je les ai survolés au point que vraiment, moi, je ne m'occupais pas des études, je m'occupais de me faire des amis, je sortais. Il y a en plus, Clermont, il est connu par son festival de court-métrage. Ouais. Et j'ai intégré l'association de court-métrage sans parler un mot de français, mais par contre, allez, on va faire des films quand même. Je vais être directrice derrière la caméra, je vais te montrer avec les gestes que je veux. Résultat, j'ai pas fait tant de films, par contre, je me suis fait une petite groupe de connaissances. Après, bon, on s'est perdu parce que ça date quand même d'il y a 11 ans. Maintenant, ils sont tous partis un peu à droite, à gauche. Mais je garde quand même de très bons souvenirs de cette époque où, là, pour le coup, voilà, je faisais des efforts, mais on ne me comprenait pas. Mais des fois, avec Google Trad, tu arrives à t'exprimer. Et puis, c'était très, très drôle. On faisait des bons événements aussi. Et c'est après, vers les examens, où ça commençait un peu à piquer, où je commençais, bon, il faut quand même que je valide mon année parce que se faire des amis, bon, n'oublions pas les raisons pour lesquelles je suis venue. Spoiler alert, je ne l'ai pas fait. Je n'ai pas validé l'année, j'ai décidé de redoubler. Et j'ai appelé mes parents, j'ai demandé est-ce que ça ne vous dérange pas de me financer encore une année des études. Cette fois, promis, c'est sûr, je vais valider là. Enfin, je vais me concentrer. Là, tout le monde va partir, personne ne va rester. Là, je vais être toute seule et tout. Bon, après, tu rencontres d'autres personnes. Le pire que j'ai rencontré mon ex, du coup, avec qui donc Là, pour le coup, le septembre a commencé. On a fait un événement justement avec cette association de court-métrage. Et après cet événement, on est parti faire un after dans une boîte. C'était la soirée de Drum & Bass, si je ne me trompe pas. Ça n'a pas loupé. On est restés 7 ans ensemble quand même. Ah oui, ah ouais, 7 ans. Oui. Ah ouais, pas mal. Enfin, trop bien. Oui. Et forcément, du coup, en septembre, on s'est rencontrés. Le temps d'aller boire des bières, se parler de temps en temps et puis prendre son temps. Résultat, au mois de mai, on aménage ensemble. Au mois de juin, il faut rendre la chambre et rentrer à Russie. J'appelle ma mère, je dis bon, je suis désolée, je suis pas prête de revenir. Ouais. Mais bon, elle était quand même contente pour moi. La seule question, elle dit bon, est-ce que tu as confiance? Alors, je dis oui, je suis étudiante, lui il me nourrit, il sait comment me parler, il m'aide beaucoup, il est pas chiant, donc oui. À l'époque, c'est ça qui comptait. Et puis finalement, j'ai grandi un peu en France à travers de lui, de ses intérêts. Et lui, il m'a montré plein de choses. On a vachement voyagé à chaque fois, un peu pour m'impressionner aussi. Il m'emmenait par-ci, par-là, voilà. Donc, mais du coup, pour m'impressionner, oui, non, mais parce que finalement, lui aussi, ça le faisait plaisir parce qu'il y a des endroits qu'elle ne connaissait pas. Comme ça, j'ai découvert plein des coins en France magnifiques. Mont-Saint-Michel, par exemple, comme ça, pour y aller de Clermont, il faut 7-8 heures. Donc, c'est pas évident de juste dire, tiens, un week-end, j'y vais. Lui, c'était, allez, j'ai fait ta valise. C'est go. C'est parti. C'est go. C'est limite, t'as une valise déjà préfaite oui. Dans le placard. C'est ça, et après les cours, on me récupère. Bon, allez, on va pour un week-end. Puis les coins, même dans l'Auvergne, des villages que je connaissais pas spécialement, pareil, c'est lui qui m'a découvert. Puis les bons restos, l'amour pour la bonne bouffe aussi, merci. Et voilà, donc forcément un an comme ça, et j'avais plus envie de repartir, donc forcément. Parce qu'en plus, il se passait mal, j'aurais pu dire désolé, la fin d'aventure, je rentre chez moi, et puis voilà, mais là vraiment, je voulais plus repartir. J'ai imprégné de cette
bah, savoir vivre en fait à la française où tu prends ton temps, t'es pas. Après, il y a toujours des gens stressés dans n'importe quel pays, mais là, c'est différent. Je sais pas, il y a vraiment le bon compromis entre Vivre et travailler. le temps pour soi, le temps pour les amis. En fait, on trouve le temps pour tout si on veut. Et on sort rarement de cette excuse. Ah non, j'ai le travail, je peux pas. Enfin, c'est plus au contraire. Ah non, je peux pas aller travailler parce que Ouais. Enfin, j'exagère peut-être, mais oui, c'est. Je sais pas si t'as vu, si Bah t'as moi, trouvé ça ou. moi, je sais pas, vu que j'ai grandi toute ma vie en France, moi j'ai plutôt tendance souvent à dire ah, j'ai pas le temps, je travaille. Donc vraiment, Ah oui. quand t'as dit ça, je suis en mode Oui. ouais, non, dis pas ça, non. Bah, pareil, comparé peut-être à différentes cultures, mais moi au début ça m'a marqué donc. En fait, je pense que par rapport. Après, je sais pas, c'est compliqué dans ma tête, mais j'ai l'impression que je viens d'une culture quand même où on travaille peut-être. Enfin, c'est pas qu'on travaille moins, mais on alloue plus de temps à la vie à l'extérieur. On est moins buté dans le travail. Du coup, pour moi, la France, c'est déjà, je me dis, sur une semaine sur une semaine de ma vie, je passe 5 jours ou 7 ou 6 au travail. Oui. Et 7 heures, je me dis. Moi, je fais 8 heures par jour, mais 7 heures, je me dis, ouais, c'est beaucoup sur une journée. mais du coup, toi, vu que tu viens d'une toute autre culture, du coup, c'est marrant de voir le match entre les deux pensées. Mais c'est que des fois, avant d'arriver en France, justement par ce programme, à chaque fois. Non, mais t'inquiète. J'ai travaillé dans le magasin justement pour mettre un peu de côté parce que mon rêve c'était d'aller fêter mon anniversaire à Disneyland. Donc, du coup, j'ai pu réaliser ce rêve, mais pour ça, j'ai bossé 10 heures par jour des fois, mais c'était 2 sur 2. Donc en fait, c'était 2 jours, 10 heures. Ouais. Par contre, 2 jours de repos. Mais c'était vraiment. Et une demi-heure de pause pendant ces 10 heures. Mais c'est trop marrant, moi je vais réaliser ce rêve en août là. Ouais, j'ai le. Trop bien. Ouais. Je sais pas si t'es déjà allée, mais. Je suis allée, mais j'étais toute petite et j'avais fait qu'un seul parc. Là, on va faire les 2, donc ça va être génial. Ouais. Mais émotionnellement, parce que là, tu parles beaucoup de comment tes premières semaines et comment, toutes les activités que tu faisais, comment tu t'en sortais. Mais émotionnellement, est-ce que tu as eu des coups de blues les premières semaines? Est-ce que tu as eu des moments de doute? Ou est-ce qu'il y a des moments où tu te disais il faut que. C'est comme si le pays me demandait d'être moins russe ou d'être moins la personne que je suis avec ma culture pour être un peu plus française. Est-ce que tu as eu l'impression de devoir te séparer d'une partie de toi pendant un moment pour... C'était pas pendant les premiers mois, c'était plus 2-3 ans plus tard, je dirais. Parce que la première année, on n'était qu'entre les russophones, les slaves. En plus, en faisant des soirées, forcément, tu te retrouves avec des Moldaves, des Roumains, des Biélorusses. En fait, il y avait vraiment tout le réunion post-soviétique. Et je me sentais pas très excentrée. C'était vraiment ambiance colonie de vacances, mais en permanence. Et c'est plus quand j'ai fini la fac et j'ai intégré l'école de commerce. Parce que là, je reviens un peu aux recherches de travail qu'on a brièvement abordées. Mais je me suis retrouvée avec 5 ans d'études à Moscou, plus 3 ans d'études en France. 0 expérience professionnelle à part 2-3 jobs d'été. Et je me suis dit qu'avec ce CV-là, franchement, je ne trouverais jamais le travail si j'ai envie de rester ici. Et je commençais à envisager de rester parce que franchement, ça se passait bien avec mon ex. Et du coup, je dis mon ex parce que finalement, la vie a fait que. Mais, mais 7 ans, c'est non négligeable. Mais 7 ans, oui, c'est pour ça, c'est personne significative dans la vie, malgré tout. Et quand j'ai intégré l'école de commerce, en fait, je l'ai faite parce que j'ai entendu parler d'alternance et de ce concept où tu travailles et tu fais tes études supérieures et c'est considéré comme une expérience professionnelle. Et du coup, c'est ça qui m'a vraiment intéressée parce que je dis au moins comme ça, je fais 2 ans d'école de commerce, j'ai 2 ans d'expérience et je ne cherche pas le travail avec 0 dans le CV.
Et là, j'ai sorti un peu de ce monde de fac où il y avait beaucoup d'étrangers. Et je me suis retrouvée dans le groupe de 15 Français. Il y avait peut-être une Marocaine, une Algérienne, mais la majorité, et encore c'était des filles qui ont grandi ici. Donc un peu comme dans ton cas où ils ont des notions de savoir-vivre, les codes, mais gardent quand même leur culture parce que dans la famille, c'est fait comme ça. Et elles étaient plus françaises, beaucoup plus que moi en tout cas. Et là, j'ai senti vraiment l'écart entre ma vie d'avant. Vu qu'on a commencé à habiter ensemble avec mon ex, ça a été vite la vie de famille. Qu'est-ce qu'on mange, faire à manger, faire les lessives. Donc en fait, je me suis retrouvée un peu dans la routine. Les amis avec qui j'étais dans le cercle, ils sont repartis parce que pareil, vu que c'était des étudiants, Emmaüs, Emmaüs, non, c'est pas rien à voir. Erasmus, ouais. Emmaüs, Emmaüs, non, c'est pas la même chose. Et oui, du coup, les gens venaient des fois 6 mois, des fois 1 an, donc ils repartaient tous. Et c'est un peu aussi pourquoi c'est colonie de vacances au début et plus après, parce qu'il reste que les plus costauds et les plus déterminés. Et là, c'est là où j'ai senti que c'est dur, parce que à part mon mec qui était en plus chef d'entreprise et qui était vraiment pris dans ses affaires, à part des collègues à la fac avec qui j'avais rien de commun finalement, parce que les 3 années que j'ai passées avec les russophones, j'ai pas acquis la culture française. On parlait des choses qui étaient compréhensibles pour nous, des blagues ça venait de là-bas, les jeux de mots ça venait de là-bas, et du coup j'ai pas pris le temps plus que ça d'intégrer d'autres aspects culturels. Même regarder des humoristes, des fois écouter des musiques. Donc à des soirées, je me retrouvais avec des chansons que je connaissais pas. Ah ouais, je voyais ce truc de... Enfin, tout le monde se fait des blagues et en fait tout le monde comprend les blagues et toi t'es largué. Et moi j'étais en mode, mais c'est qui, de qui on parle, c'est quoi la ref. Je me sentais un peu waouh, larguée. Et du coup c'est là où je commençais un peu à me mettre en retrait. Et m'isoler un petit peu et me garder que pour les russophones, parce que pour ceux qui sont restés. Donc j'ai vraiment limité beaucoup le cercle d'amis, un peu volontairement mais inconsciemment, je pense. Donc c'était un peu parce que je me disais mon mec ça suffit, c'est un Français, mais bon après maintenant je rends compte que lui aussi il était pas introverti, mais très limité dans sa curiosité. Donc en fait, pareil, ces blagues, des fois, ça me faisait pas rire. Parce qu'une fois, je commençais à les comprendre, je me dis, mais elles sont nulles, tes blagues. Donc, et quand on discutait avec les peu d'amis qui restaient à Clermont, des fois je posais la question, je dis mais est-ce que c'est moi ou est-ce qu'ils sont un peu froids, ils sont pas accueillants. Donc en fait j'utilisais un peu j'ai renversé la situation en disant ils m'accueillent pas. En fait ça vient pas de moi, ils m'accueillent pas. Et je lisais un peu sur les forums aussi, comme quoi les Français sont très fermés. Et je dis ah bah c'est bon, ça vient pas de moi, c'est juste c'est la culture, il faut. C'était un peu ma façon de me rassurer en blâmant les autres, comme quoi en fait. Ouais, après, moi j'ai vécu 3 mois au Portugal. Et quand j'étais au Portugal, en vrai il y avait que des étrangers là où je travaillais, donc on était entre étrangers et il y avait beaucoup de Français, donc globalement il y avait des groupes, il y avait le groupe des Italiens, le groupe des Russes, voilà, et il y avait le groupe avec que des Français. Et j'ai une amie qui est allemande, qui ne trouvait pas son compte parmi les autres. En vrai, elle s'entendait plus avec nous. Le problème, c'est que en fait, elle s'entendait avec nous séparément quand on est chacun dans notre coin. Du coup, on lui parle en anglais et on fait des blagues et tout ça, et voilà. Mais en fait, une fois qu'on était en groupe, il y a plein de fois où elle nous disait, et je pense qu'elle en a réellement souffert, c'est qu'elle trouvait qu'on n'était pas inclusif. Et qu'on parlait beaucoup français, on avait nos rêves, on avait nos trucs, nos conversations. Et en fait, on avait beau voir qu'elle était là, on n'a pas ce réflexe de se dire
enfin là, il faut aussi l'inclure, il faut lui expliquer, il faut lui truc. Et je sais que du coup, elle nous a fait la remarque et il y a du coup un moment où on essayait vraiment dans le groupe de parler et de l'inclure. Mais la réalité, c'est qu'il suffit qu'il y en ait un qui parle en français et après ça repart. Donc, je sais pas, mais quand de sa vision à elle, j'ai cru comprendre qu'en effet, on n'était pas hyper. Après, ça se comprend absolument parce que ça, j'ai remarqué la situation inverse. Une de mes copines actuelles, son mari est français. Et des fois, quand on fait les soirées entre les Slaves, du coup, parce que j'appelle les Slaves parce qu'il n'y a pas que des Russes, lui, il vient, des fois, elle joue aux échecs. Parce qu'on ne peut pas s'empêcher, en fait. On parle tous français parfaitement, on est capable, mais c'est des fois, tu ne peux pas t'empêcher, tu es juste... Et du coup, je me suis sentie un peu... Je dis, lui, il doit ressentir ça comme moi, j'étais à l'époque. Voilà, donc... Et pareil, un parent, par exemple, quand on vient lui parler, on passe en français, il n'y a pas de souci, on est capable de faire des mêmes blagues, mais c'est vrai que quand tu es dans le groupe, donc... ça va, il n'y a pas de rancune. Ouais. Et puis ça va plus vite quand tu parles ta langue maternelle, ça va plus vite, les blagues elles sont plus fluides, tout est beaucoup plus fluide alors que si tu dois traduire, c'est un effort en fait que tu fais, donc c'est moins... Et des fois c'est même le jeu de mots que tu es incapable de traduire. Oui, ouais, clairement. Des fois ça part tout seul, je sais. Mais oui. Ouais, c'est vrai, du coup tu t'es sentie, même dans l'intro quand je t'ai demandé... pourquoi être étrangère en France, tu parlais déjà aussi du fait de se sentir seule parfois dans des groupes. T'as eu cette sensation au bout de 3 ans, si j'ai bien compris, et la sensation elle est restée longtemps. Est-ce que tu as pu en discuter? Est-ce qu'au bout d'un moment en fait tu t'es juste renfermée sur toi-même parce que t'arrivais pas, ou est-ce qu'au contraire tu as réussi à aller de l'avant? Comment t'en es sortie? Ça a évolué, en tout cas, c'est sûr, mais je peux pas dire que ça m'a quitté complètement cette situation. Mais le plus drôle, c'est que maintenant, des fois, je me retrouve seule parmi les Slaves. Ah ouais? C'est ça le plus fou. Ah, ça c'est le... Enfin, quand on est métisse, on a cette sensation. Et du coup, là, maintenant, t'es un peu dans ce truc de... je devine, je sais pas. Mais je me dis que t'es peut-être un peu dans ce truc de... ok, donc j'ai essayé d'avoir un peu plus comprendre un peu plus la culture française. Et aujourd'hui, la réalité, c'est que du coup, je suis un peu éloignée de la culture que j'avais au début. Et ça te rend... déjà, comment tu t'en es rendu compte? Et comment tu te sens? Est-ce que ça te rend triste? Est-ce que ça te... Triste, pas spécialement, mais ça me fait réfléchir d'où ça vient. Parce qu'en vrai, j'ai fait un peu de thérapie. Parce que justement, quand je commençais à me sentir seule... vraiment profondément, et des fois je me mettais à pleurer sans forcément de raison, des fois même la pub d'Intermarché ça me fait pleurer, donc je dis il y a un truc. Oui, si la pub d'Intermarché... En même temps ils font de ces pubs, mais bon. Mais oui, je commençais à consulter. En plus ma psy, au début j'ai essayé la psy française et ça n'a pas trop pris, et j'ai trouvé quelqu'un par visioconférence en Russie, et ça a pris tout de suite. On a commencé à travailler dessus, et du coup elle m'a fait, en posant des bonnes questions, en me faisant réfléchir et en me faisant faire des devoirs, parce que des fois elle me dit toi pendant ce mois tu vas faire ça, tu vas faire ça. Et on a travaillé entre autres ce sujet-là aussi, et c'est elle qui m'a un peu fait comprendre, en fait ça vient de toi, en fait cette personne t'a exclu, il faut juste que tu te permettes d'être à ta place. Peu importe où, en fait, il faut juste que tu acceptes que tu es une immigrée, c'est un statut, mais ça fait pas de toi une vilaine personne, quelqu'un de méchant, quelqu'un de demandant. En fait, tu as le droit d'être dans cette position-là, tu n'es pas la seule, tu n'es pas la dernière. C'est juste un trait de ta personnalité qui se rajoute. Voilà, que tu as une culture un peu plus riche maintenant que juste quelqu'un qui a grandi au même endroit en permanence, ou même il suffit que tu as voyagé 2 semaines, déjà ça te... Ouais, ça t'ouvre l'esprit. Oui. Et ça d'ailleurs j'ai remarqué parmi justement les collègues à la fac, les ados qui ont voyagé un peu plus, ils étaient beaucoup plus accueillants et ouverts à moi que ceux qui ont grandi en Auvergne et qui n'ont pas bougé de leur campagne ou de quartier de Clermont par exemple. Vraiment ça se sentait, mais...
Ouais, la brisure limite. tout de suite. Ouais. Parce qu'ils avaient beaucoup moins de problèmes à accepter le fait que oui, je parle pas très bien français. Mais du coup, en travaillant ça, oui, je me suis... et pareil, c'était pas le jour au lendemain comme ça. Ça m'a pris des années, je pense, à répéter tout le temps. Dès que ça me prenait à une soirée, ce sentiment ne pas être légitime, je disais non, t'es à ta place, c'est bon, t'inquiète pas, tes questions sont pas bêtes, t'as le droit de ne pas savoir. Et qu'est-ce que tu fais physiquement pour te donner... Enfin, quand tu as cette émotion et que tu sens que ça t'envahit, est-ce que tu juste essaies de te parler dans ta tête ou est-ce que vraiment tu te dis bon, j'ai cette émotion, je vais faire quelque chose pour que ça se libère ou pas? Je respire. Je fais comme ça et des fois je me tapote, tu sais, c'est comme c'est un peu comme réflexe de bébé, tu sais, quand mais des fois c'est même inconscient, même au volant, des fois quand je vois il y a le bouchon, je suis en retard, je commence à faire ça, en fait ça me calme. Donc oui, mais j'ai pas besoin d'aller me parler au miroir comme dans les films, juste auto-hypé. Non mais je me disais, tu vois, peut-être, je sais pas, peut-être t'es en soirée, tu commences à te sentir seule et tu te dis, je fais ça, mais aussi peut-être, ok, là j'ai l'impression d'être exclue, qu'est-ce que je peux faire? Peut-être je vais essayer d'aller en parler à quelqu'un, peut-être que je vais extérioriser ça. Des fois, ça dépend, parce que déjà ça dépend avec qui je suis et ça dépend aussi d'où sort cette émotion, parce que pareil, je fais un petit moment d'introspection, je me demande est-ce que c'est parce que t'as mal dormi, t'as mal mangé ou des fois ça vient, c'est encore des échos du passé, de ce manque de valeur, d'estime de soi. Ou est-ce que c'est vraiment il y a une raison légitime, par exemple ça parle du sujet que tu maîtrises pas et que vraiment c'est des blagues très perso, très à l'ancienne, du coup soit je le dis, je dis voilà franchement vous m'avez perdu, désolé, ou je vais fumer ou quelque chose comme ça, ou soit juste je me dis tu passes une mauvaise journée, vas-y sors, prends l'air, fais ta introvertie pendant 5 minutes et reviens. En fait, là c'est toi. Là c'est toi. Donc, et encore là c'est toi, je dévalorise pas les émotions, c'est juste des fois il y a des moments où même dans la soirée ça me prend, on a besoin d'être introverti pendant 5 minutes. Je pense que tout le monde le comprend, tout le monde l'est. J'ai l'impression qu'il y a une part de toi qui se dit je vais pas faire comme si c'est que les autres parce que en vrai sinon je vais rester triste. J'ai l'impression que tu as besoin de te dire ok là c'est moi parce que du coup de ce fait ça veut dire que tu peux le changer. Oui, c'est peut-être aussi un peu la manie d'essayer de tout contrôler, mais et pareil, j'essaie d'apprendre à lâcher prise de plus en plus parce que ça aussi c'est un peu le fléau de tous les immigrés. C'est le contrôle permanent de tout ce qu'on peut contrôler. Parce qu'il y a des événements qui alternent la vie, du coup, tu n'as pas le pouvoir. Par exemple, le fameux préfecture, là, tu n'as pas d'appui en fait, sur aucun. Donc là, tu laisses faire. Par contre, le reste, dès que tu peux, en fait, tu sais, ça, tu fais ça, et tu demandes, tu deviens un petit dictateur, en fait, déjà par rapport à toi-même, mais aussi par rapport aux autres. Et des fois, tu peux t'entendre dire des choses d'une intonation que tu ne te permettrais pas un autre jour. Et je pense que c'est aussi une tentative de prendre les responsabilités de mes émotions. C'est pas quelqu'un d'autre qui est responsable, c'est moi qui m'a mis dans cet état-là. Après, des fois, oui, ça vient des autres. Mais pareil, ça c'est... Je pense que c'est les résultats de thérapie, mais un peu mutés. Parce que je suis quasi sûre, en fait, on a arrêté de travailler ensemble, peut-être que ça fait 2-3 ans, donc là, je suis en âge libre depuis. Et je pense qu'il y a des choses qui sont un peu déformées et que maintenant, c'est un peu trop, c'est les fameux psy d'Insta qui donnent des très mauvais conseils. Oui, parce qu'ils n'ont pas le background, ils n'ont rien du tout, donc juste... Et je pense que moi, des fois, je m'auto-déforme mes propres choses, donc je commence vraiment à réfléchir, à reprendre la thérapie, mais... Justement, c'est ça aussi qui m'a fait un peu
de t'écrire et de te proposer ce sujet parce qu'à un moment donné, j'étais avec les Slaves et pareil, je me suis sentie un peu exclue parce que là, pour le coup, c'est les blagues des Slaves que je comprenais pas. Ça parlait des chansons que je connais pas et pourtant ils sont sortis quand je grandis encore là-bas, donc on n'avait pas le même enfance, comment ça se passe, donc c'est là où je me suis dit merde alors. Mais tu penses qu'il s'est passé quoi entre le moment où t'es arrivé et que tu traînais avec des Slaves et que vous vous entendiez trop bien et que c'était trop bien, et le moment où t'es toujours la même personne en soi? Il y a juste quelques années qui ont passé, 3 ans, mais t'es toujours la même personne. Et pourtant, tout d'un coup, t'as l'impression d'être déconnectée. Tu penses qu'il s'est passé quoi entre-temps? C'est ça qu'il faut que je comprenne parce que j'ai pas réussi à suivre ce moment. Du coup, je me suis luttée pour bien me sentir parmi les Français parce que quand même, j'ai choisi de vivre ici et de faire partie de cette société. Et puis, je pense que j'ai fait tellement trop d'efforts et que finalement, j'ai fini par réussir parce que maintenant, j'ai des copines françaises, il n'y a pas de souci. Et peut-être un peu trop. Et quand tu essayais de t'intégrer et d'aller avec la culture française, est-ce que tu as eu la sensation, pendant que tu essayais en tout cas, ou que tu apprenais, est-ce que tu as eu la sensation qu'on avait un regard différent sur toi, que la France a un regard différent sur les étrangers en général, et est-ce que toi du coup tu l'as vécu Oui, mais pas dans le mauvais sens du terme. C'était plus de la bonne curiosité, un peu avoir mon avis sur certains sujets, même sur les Français. Et toi, comment tu as vu ça? Et toi, qu'est-ce que tu en penses de nous? Mais dans quel terme? En fait, c'était plus rigolo. Comme partout, il y a certains sujets où on n'a pas forcément envie d'aborder. Au moins, il faut attendre 10 ans le temps que ça passe. Parce que là, surtout quand c'est actuel, c'est trop frais pour... Et puis ça change tellement vite et tellement souvent qu'en fait, il y a même des spécialistes qui n'arrivent pas à suivre les changements. Donc nous, encore moi, sachant que moi, j'ai fait le choix de ne pas suivre et ne pas avoir mon avis là-dessus. Donc oui. Mais oui, donc en fait, là... typiquement les filles de la danse, parce que ça fait 3 ans qu'on danse dans la même école, du coup forcément au bout de 3 ans tu commences enfant à discuter. J'exagère, mais oui, ça fait 1 an et demi à peu près qu'on commence un peu vraiment à avoir cette relation en dehors de l'école où on parle pas que de la danse mais aussi parler d'autres sujets, et en fait les filles ne me voient pas comme une Française genre pure. Et se rendre compte que je suis une étrangère parce que moi, j'ai un accent, j'ai fait des fautes, je fais des jeux de mots qui sont nuls à chier mais qui sont quand même qui sont là. Mais ils m'acceptent telle qu'elle. Je pense une étrangère qui est là depuis longtemps, qui est intégrée, c'est elle qui me disent, et qui me le confirme parce que je le sens aussi, parce que j'ai beaucoup moins de conflits, d'intérêts et de vision des choses maintenant qu'il y a 10 ans. Et je pense que c'est un peu ça qui fait maintenant l'écart entre moi et les Slaves. C'est le fait que là dernièrement, je me suis retrouvée avec des Slaves qui n'arrêtaient pas de critiquer un peu le système français. Alors que moi j'ai fait la paix avec et du coup maintenant tout me va. Je pense que c'était un peu ça finalement. C'est des Slaves qui ont vécu en France à un moment? En plus oui. Okay. Mais après il y en a certains qui sont arrivés à cause justement des derniers événements, mais certains qui sont là depuis bien plus longtemps et qui ont même des relations très fusionnelles avec les Français. Il y en a une qui est mariée avec un Français par exemple, mais n'empêche qu'elle... elle a toujours elle est plus russe, je pense, actuellement que... Toi, tu te sens plus quoi? Vraiment entre les deux. Entre les deux. Toi, t'es vraiment métisse maintenant. Oui, pas visuellement, mais oui, je pense que c'est ça. Est-ce on pourrait inventer un terme, parce qu'une émigrée, pour moi, c'est quelqu'un qui est encore plus au stade j'ai plus de culture d'où je viens. Et là, c'est métisse émigrée. Parce qu'en vrai, après
12-13 ans, Enfin, 11, 12, 12 ans, ouais. Je me dis, pour moi en tout cas, c'est bon, c'est ta maison, t'es là, t'es française. Après, pour toi, tu l'es pas dans le sens où c'est administrativement parlant, tu l'es pas encore, et du coup, automatiquement, tu te dis, bon, bah, si eux, ils me considèrent pas comme tel, pour le moment, je le suis pas encore totalement ou pas du tout. Au début, c'était peut-être le cas parce que je me disais oui, si je n'ai pas de papier, je suis pas légitime et tout. Maintenant, j'ai un titre de séjour de 2 ans, donc je me dis oui, pendant 2 ans, je suis française, c'est bon. Non, mais c'est pas eux qui vont m'influencer. Mais je pense que c'est plus le fait que toute ma famille elle est restée là-bas quand même, donc j'ai beaucoup d'attaches encore avec la Russie. Et puis, je le serai toujours parce que bon, je m'appelle Anastasia, il n'y a pas plus russe comme prénom. C'est le prénom d'une princesse, ça, non? En plus, Ouais. c'est un animé qui n'est pas Disney, mais qui Qui est toujours qui est au milieu, je sais pas trop où il se trouve. mais qui est très bien. C'est un de mes préférés d'ailleurs. Mais après, c'est normal, tu vois, que tu te sentes pas non plus totalement française parce que tu viens d'un autre pays, t'as grandi avec une autre culture. Et en vrai, bon, tu vois, je pense que médiatiquement parlant, c'est toujours très critiquable. Mais moi, je suis très fière d'être née à Madagascar et d'être venue ici. J'ai grandi en France et je suis super contente d'avoir grandi en France parce que j'ai l'impression d'avoir une ouverture d'esprit un peu plus... en fait, je suis dans un pays où on me permet de critiquer, donc c'est plus... tu vois, on a cette liberté. C'est dans les DNA. Hein, ouais, exactement. Donc c'est plus... je suis contente d'avoir eu cette liberté. Et en même temps, je suis super contente d'avoir grandi... d'être née à Madagascar et d'avoir cette attache et cette culture. Et tu vois, t'as des... Quand tu revois des trucs de ton pays, t'as des goosebumps, je sais plus comment on dit. Chair de poule. Ouais, t'as de la chair de poule, t'as plein de choses et t'es trop content quand on te demande ouais, tu viens d'où, t'as plein de choses à dire, t'as toute une autre culture, c'est comme si t'avais 2 vies. Du coup, moi je trouve ça trop bien, donc c'est pas... Enfin, je pense que là par exemple, tu vois, je te dis ouais, tu te considères plutôt russe ou plutôt française, peut-être qu'il n'y a pas besoin de se considérer, peut-être qu'il faut juste... C'est juste tais-toi et les deux, voilà. C'est le barbecue, pardon. Ouais. C'est que depuis tout à l'heure, Ah, punaise. Et du coup, tout d'un coup, les concombres et tout... Bah si, elle est rillettes. Je prends la main. Ouais, en plus, c'est drôle parce que je dirais comme si j'avais 2 personnalités. Une qui s'appelle Anastasia, du coup, avec accent français. Et du coup, la deuxième qui est Nastia, qui est le raccourci de prénom Anastasia avec accent russe. Ouais, donc c'est vraiment, j'ai deux têtes et 2 vies. Comme Anna Montana, presque. Ouais, quand même. Mais tu vois, c'est beaucoup plus riche en vrai. Il y a beaucoup plus de... Et puis, tu auras beaucoup plus à transmettre plus tard. Enfin, là, je comprends que ce soit compliqué. Surtout que, bon après c'est mon avis, mais je trouve que la France c'est un pays compliqué quand t'es étranger, dans le sens où on t'accepte, mais t'as beau tout faire pour être français, on va toujours te rappeler que tu viens d'ailleurs. Donc je peux comprendre que ce soit compliqué, et puis des fois il y a de la discrimination. Après toi, je sais pas si trop tu l'as vécu sur le travail ou quoi que ce soit, ça peut être un peu plus compliqué, mais... Vraiment là-dessus, j'ai eu de la chance. Ouais. À part peut-être ma banque qui a pris certaines initiatives de vérification des comptes, mais ça c'était au tout début, c'était vraiment la première semaine qui est arrivée. Bon, certes, ça m'a mis un peu de what the fuck. Ouais. Mais même mes collègues à l'époque, et dans mon entourage, en fait, ils étaient plus de mon côté en disant mais qu'est-ce qui se permet ce compte. Ouais. Mais c'est qu'ils ont fait une enquête et sans te prévenir ou disons qu'ils ont figé mes comptes. J'avais mon salaire qui est tombé, puis le jour de la demande, et il est disparu, mais ils savent que le virement de mon entreprise il est déjà parti. Et du coup, il y avait une somme qui se retrouvait nulle part, on n'avait pas de traces, et du coup, j'ai dû appeler ma banque. Enfin, j'ai écrit un mail, parce que moi, surtout dans ces affaires-là, je préfère des traces. Faut écrire. Parce qu'on est beau dire, cette conversation elle risque d'être enregistrée. Non. Bizarrement, quand il faut, il n'y en a jamais d'enregistrement. Ouais. Donc moi, toujours des traces et il me rappelle en disant bon ça arrive, vous inquiétez pas, c'est juste il nous faut votre titre à jour, contrat de travail. En gros, ils m'ont demandé le même document que préfecture. Ok.
Mais il faut prévenir avant de faire ça. Ils peuvent pas juste prendre une part de ton salaire, le mettre de côté et attendre que tu appelles pour te donner des explications. Oui, ou juste, là, dans une semaine, il y aura un virement. Pour préparer au mieux, on a besoin de ça, ça et ça et ça. Mais bon, vu que c'était ça commençait le 24 février, c'était pile une semaine après. Du coup, peut-être qu'ils n'ont pas eu le temps et c'était la décision de direction, je sais pas, mais en tout cas, oui, ça m'a pris un peu au dépourvu. Ouais, c'est un peu chelou. Et je les ai tout renvoyés et puis au final, j'ai fini par poser cette question drastique. Je dis, mais en fait, tout ça, est-ce que ça a à voir au fait que je suis russe ? Il y avait un blanc pendant 30 secondes de téléphone de l'autre côté. Après, elle a fini par dire oui. Je dis oui, mais madame, c'est pas avec mon SMIC que je vais financer quoi que ce soit. Enfin, c'est ridicule, quoi. Déjà, vous avez vu mon loyer, c'est la moitié, ça part. Et puis en plus, t'es ici, t'as rien à voir avec ce qui se passe là-bas. Donc, oui, surtout, ça fait 7 ans au moins à l'époque, que j'avais un compte chez eux. Donc, ouais, donc il y a zéro excuse. Je sais pas, mais en tout cas, il a dit que oui, on fait ça pour toutes les personnes d'origine russe et ukrainienne. Enfin, Okay. Encore moi. Je sais pas, mais voilà, c'était le seul. Mais voilà, par ça, vraiment, j'ai pas eu d'autres cas de discrimination quelconque. Et c'était peut-être la seule fois où j'ai mis ce mot dans le mail en me disant que, en fait, voilà, suite à nos nombreuses conversations échanges téléphoniques, en fait, vos actions me font sentir un peu discriminée et voilà. Et bizarrement, tout de suite après ce mail, mon salaire était débloqué et je l'ai reçu le soir même. Je ne sais pas si c'était Je pense qu'il joue sur le fait que les gens ne savent pas et vont juste partir du principe où je veux mon salaire donc je vais juste envoyer les documents sans me poser de questions. Ouais. Mais et à la préfecture, la préfecture, c'est une grande lutte pour beaucoup de monde. Tu pourrais rajouter le sujet de préfecture en France, franchement, je pense. Faire des sous-catégories. Parce que moi, je pourrais écrire les mémoires carrément sur la préfecture. Surtout celle de Clermont, elle est bien connue pour ses délais de traitement de dossiers. La dernière déception, c'était... j'ai posé mon dossier fin 2023, avril 2023 pour renouvellement de titre de séjour et j'ai demandé la carte de résident de 10 ans parce que ça faisait assez de temps pour pouvoir le faire et j'avais toutes les conditions remplies pour faire cette demande. J'ai attendu 2 ans. J'ai reçu je sais pas combien de récépissés de 2 mois, à chaque fois ça me prolongeait. En plus, il y a toute une aventure pour changer. D'un coup, c'est demande électronique, il faut tout faire en ligne. D'un autre coup, c'est annulé, on fait plus par mail, envoyez-nous par document, par courrier. Donc en fait, ça change tout le temps, tu peux pas y aller, tout est blindé, tu peux pas rentrer. C'est pire que... je sais pas, NASA, il y a un vigile devant, les portes sont cloutées et t'as pas de rendez-vous, tu peux pas rentrer, tu peux pas les appeler, personne répond, par mail personne te répond, donc le seul moyen de les avoir c'est courrier recommandé, donc 2 semaines de traitement minimum. Donc finalement c'est là où tu apprends la patience et le zen, c'est parce que tu dis bon, de toute façon tu peux rien faire, vas-y envoie et tu verras. Et j'ai attendu 2 ans, on m'a enfin convoqué et encore parce qu'on m'a conseillé, on a donné le numéro de téléphone d'une organisation qui aide justement les personnes en différentes situations, pas que les étrangers finalement, juste n'importe quoi, même aide juridique et tout, c'est une organisation France Info, France Service, un truc comme ça, qui aide gratuitement avec les démarches. Et moi, dans mon cas, c'était pas spécialement de l'aide, mais plus de l'appui. Et lui, apparemment, il avait des contacts directs à la préfecture. Et il pouvait juste dupliquer le dossier et dire, voilà, est-ce que vous pouvez mettre ça par-dessus de votre pile parce que ça fait tant d'années, donc tu viens, tu expliques la situation. Et lui, après le rendez-vous avec lui, mon titre, je l'ai reçu au bout de 3 semaines. Ok. Donc, ouais, c'est tout. Finalement. Tout ouais. Et quand je l'ai reçu, enfin... j'ai payé combien, 225 € timbre fiscal. Et au lieu de 10 ans, je l'ai reçu pour 2 ans. C'est vraiment le dernier combat que je menais. Je dis Mais tu sais, quand j'étais... parce que moi j'ai fait des sciences sociales à la fac.
Et en social, on nous apprenait, il y avait un cours vraiment où on nous avait expliqué que c'est vraiment une stratégie Pour prédéfinie, décourager. pour décourager, et que c'est vraiment fait exprès pour le coup. Alors là, franchement, pas cool. Ouais, bah non. Mais est-ce que. Bon, après, moi j'ai grandi ici, mais moi ça me choque pas de la France. Oui, mais en fait, moi, pareil, c'est pas nouveau pour moi. Je sais bien qu'il y a des stratégies pour décourager, même la façon de parler, des fois, et quand elles te parlent mal et quand ils te font rentrer un peu comme la bétail dans l'abattoir. Donc, vous êtes 15, vous rentrez, les portes ferment derrière, elles s'ouvrent devant, vous remarchez comme ça dans la ligne. Ça aussi, c'est censé te décourager et tout, mais au bout d'un moment, tu te dis, bon, j'ai fait déjà tout ce chemin, c'est pas là où je vais lâcher, En plus, quand j'étais petite, vraiment, mon cauchemar, les files d'attente à la préfecture, c'est vraiment. C'était horrible. Vraiment, je sais pas comment les gens. Et puis, même, je crois qu'un jour, j'étais à Paris. Je suis passée devant une préfecture, il était 3h du matin, il y avait une queue comme pas possible devant la préfecture. Déjà, oui. Ouais, je sais pas. Moi, je trouve qu'il y a un moment où c'est de l'irrespect. Enfin, c'est fait exprès, mais je veux dire, il y a un problème humanitaire, je trouve, dans la manière dont on traite les gens. Ouais. Je fais pas dire. Parce qu'avant, clairement, il y avait ça aussi. Pareil, à 6h du matin, il y avait déjà les gens qui arrivaient pour être accueillis au plus tôt possible. Mais avec les fermetures du guichet, maintenant, il n'y a plus de queue. Donc Ouais. ça, peut-être... Niveau publicitaire, doit être bien vu, parce que, regardez, il n'y a pas de queue devant Clermont-Ferrand. Ouais. Mais en ligne, il n'y a même pas de moyen de prendre des rendez-vous souvent, il n'y a rien. Le dernier rendez-vous, ça date de 24 mai 2024, un truc comme ça. Donc il n'y a plus de guichet pour prise d'information. Ouais. C'est vraiment, ils te convoquent que si tu as ton titre qui est prêt ou tu as réussi, je sais pas par quel moyen d'en avoir un, mais personnellement, mais sinon, même pas de créneau. Ouais, non. Mon trauma, Oui. la réflexion. Et encore, toi, tu l'as connu quand même si tu as grandi ici. Moi, mon père est réunionnais, donc j'ai eu la nationalité française à la naissance, mais ma mère, elle l'avait pas. Ouais. Et du coup, on faisait la queue avec elle, parce qu'elle nous forçait à faire la queue avec elle. Et Oui. oh, mais quelle horreur! C'était vraiment quelle horreur. Et puis même, tu vois, à l'aéroport, t'es pas dans la file avec tout le monde, t'es vraiment dans une autre file. Oui. Enfin, tu sais, t'as la file des Européens qui est vide. Et autre passeport, ouais, et puis il y a autre passeport et c'est horrible. Et oui. Mais bon. Et là, pour le coup, tu te sens pas exclu, mais bien au contraire. Ouais. Tu fais partie de tout le monde. Ouais. Tu te rends compte à quel point vous êtes beaucoup dans cette Situation. dans cette situation. Mais ça m'a étonnée parce qu'il y a même d'autres pays en dehors de l'Europe qui ont ce même système avec pareil l'Europe d'un côté et moi ça m'a toujours étonnée parce que je me suis dit mais là il y a zéro excuse, on n'est pas en Europe donc pourquoi faire cette discrimination encore Je crois que c'est par rapport au passeport parce que ces guichets-là, c'est automatique. Genre, tu scannes ton passeport et tu passes tout seul. En fait. Ouais, Il n'y a pas d'agent, je pense. Ouais, non mais si, oui c'est vrai, ces trucs-là. Peut-être je le saurai bientôt, je sais pas. En tout cas, ma demande elle est déposée, mais il n'y a pas de changement dans le dossier. Ça fait combien de temps que ça a été déposé ? Pas longtemps, en avril. Donc là, Ok. j'ai encore 1 an et demi largement avant d'avoir les nouvelles. Mais je me suis dit, quitte à attendre 2 ans, autant attendre l'ancienneté cette fois. Oui, oui, Pour moi. oui. Bah surtout qu'au bout de 11-12 ans, je crois que si t'as fait plus de 5 ans en France, tu peux demander la nationalité. Ouais. Et t'avais pas pensé il y a... Si, c'est qu'à chaque fois, il y a des conditions qui changeaient. Et puis, quand j'étais vraiment prête à le faire, j'avais un CDI en poche, j'avais tout ce qu'il fallait. Il y a la guerre qui a éclaté, donc j'ai pas osé. Je me suis dit, est-ce que ça va être bien vu si je dépose le dossier tout de suite parce que... Ouais. Et donc, du coup, j'ai attendu encore 2-3 ans et là, je l'ai fait au début de cette année. Donc, comme ça, priez pour moi. On va prier. Petite question aussi, avec la question que je t'ai posée tout à l'heure, et en plus t'as plus ou moins dit ça, donc ça m'intéresse. Mais comment, toi, tu voyais les Français avant de venir ? Quels étaient les gros clichés que tu avais en tête, que tu te disais, mais... Les gros clichés, je dirais, c'est
Amélie Poulain. Le film Amélie Poulain, pour moi en tout cas, c'était un peu ça. Genre les filles sont un peu rêveuses avec les carrés, les brunes, Le mignonnes béret, comme tout, béret, baguette, moustache. Ça, c'est pas de souci. Puis grenouille pas tant que ça. Mais oui, baguette, croissant, vin rouge. Grenouille. Oui, les Ah, cuisses c'est de un- grenouille. Ah ouais, je savais même pas qu'on avait ce cliché. Nous aussi parce que, enfin, si mais pas tant développé que ça parce qu'il faut savoir qu'en Russie, 18e, 19e siècle, la langue française c'était un peu la langue de noblesse en fait. Toutes les personnes plus ou moins nobles et éduquées, elles parlaient français, entre autres aussi pour que les servants n'arrivent pas à comprendre de quoi elles parlent. Mais il y a un écrivain très connu, Léo Tolstoï, qui a écrit La guerre et paix, Anna Karenina. La moitié de ses bouquins sont en français. Ok. Vraiment, donc il y a un bouquin comme ça, un tiers de page, ça va être en français, deuxième tiers, c'est les traductions derrière pour ceux qui ne savent pas lire en français. En plus, c'est de l'ancien français avec des passés simples et des tournures de France, mais, enfin, des phrases que même actuellement je ne comprends pas. Donc, donc oui, c'était vraiment, on a beaucoup plus d'attaches culturelles qu'on le pense. Mais et du coup, là, dans ces bouquins, elle parlait que oui, les cuisses de grenouille qui étaient un peu sur les tables de noblesse, des fois. Mais c'est pas pour autant un cliché sur les Français. Donc, c'est vraiment plus comme un peu la sieste chez les Espagnols. C'est le vin rouge, le croissant et le béret. Ça, c'est vraiment la Tour Eiffel. Ah oui. Et que tous les Français adorent la Tour Eiffel. Ouais, c'est. Mais moi, les Français que je connais, bon après c'est peut-être parce que voilà, mais les Français que je connais, j'ai l'impression qu'au contraire, on n'aime pas trop Paris. Et on est. Et les Parisiens. Ouais, oui, exactement. J'ai l'impression qu'il n'y a que les Parisiens qui aiment la Tour Eiffel. Et encore. Oui, et encore. Parce qu'aller jusqu'à là-bas, c'est chiant, donc. C'est chiant. Et puis la dernière fois, on y est allé avec ma copine qui est venue de Londres. Et il y a tellement de monde, en plus après les Jeux Olympiques, c'est fait, c'est entouré maintenant d'un écran en plexi, donc ils ont fait un espèce de barrage, donc maintenant pour faire la queue sous la Tour Eiffel, il faut refaire une autre queue pour entrer dans cette queue-là. À l'horreur. C'est vraiment, c'est devenu, on n'a pas compris pourquoi, donc du coup on a fait le tour, il y avait trop de monde. Peut-être que ça filtre un peu le monde, la façon de décourager aussi, de garder un peu le monument dans l'état et moi le restaurer, mais en tout cas, non, on ne s'est pas aventuré dans la queue de chaque... ouais. Qu'est-ce qui te manque le plus en Russie? Et en même temps, si par exemple là demain tu devais y retourner, qu'est-ce qui te manquerait aussi le plus en France? Déjà la réponse... tout de suite la famille, parce qu'ils sont tous là-bas et du coup de ne pas pouvoir, même quand je vais pas bien, juste aller chez ma maman sur les genoux et dire j'ai envie d'être petite. La vie adulte, c'est chiant. C'est dur. Ouais, quand tu es toute seule, forcément tu assumes tout, t'as pas le choix parce que sinon... Voilà. Surtout après que tu te sois séparée, du coup, je suppose que tu as dû te sentir 1000 fois plus seule, non? Seule, pas tant parce que la relation elle se dégradait petit à petit, donc au final je me suis sentie plus soulagée que seule. Mais c'est vrai que j'avais un peu la peur de comment je vais être toute seule parce que en fait il m'a un peu... on pourrait en parler, c'est un autre sujet, mais les relations toxiques, comment vivre avec un pervers narcissique et tout. Au début, c'est love bombing à fond, c'est vraiment tout pour toi. Et puis au bout d'un moment, quand tu es prise, là, ça commence les balançoires émotionnelles, les manipulations, les menaces, vraiment, ça va loin. Et il m'a vraiment attachée un peu, donc... de façon, par moi, de toute façon, personne n'aura besoin de toi, donc tu as de la chance que tu m'as trouvé, va trouver quelqu'un d'autre qui prendra soin de toi et tout. Et c'est pas qu'il voulait pas que je travaille un temps plein, mais du coup, c'est lui qui faisait les courses, moi je faisais à manger, du coup, c'était un peu, financièrement parlant, il m'a un peu habituée à certains, on va dire, certains niveaux de confort. Ouais.
Et moi, vraiment, j'avais peur de comment je vais faire, comment je vais assumer toutes les dépenses toute seule. Mon salaire, c'était toujours... Parce que je me disais, justement, un peu grâce à lui, que moi, même quand j'avais des entretiens, l'aspect financier, c'était pas le principal. En fait, j'acceptais toujours le boulot intéressant. Je disais, oh, le salaire, c'est pas que je m'en fous, mais Ouais, allez, ouais, je vois. je suis là plus pour intérêt, en fait. Et pour la bonne compagnie. Mais du coup, oui, je me suis pas non plus entraînée de poser de bonnes questions, d'augmenter ma valeur et d'exiger le vrai salaire, quoi. Et donc, moi, c'était vraiment ça la peur. Et après, une fois, 3-4 mois passés, toute seule dans l'appart, j'étais... ça va, en fait. Quand t'as pas le choix, tu fais. Ouais. Et pour répondre à la question qu'est-ce qui me manque et qu'est-ce qui va me manquer potentiellement, c'est toujours les gens, je dirais. Parce que les endroits, finalement, n'importe quel endroit, on se crée autour de nous avec les moyens qu'on a, la vie qu'on a envie de vivre, plus ou moins. Si on n'arrive pas spécialement, en fait, on sait que c'est le but et qu'on essaie de l'atteindre. Parce que bon, pareil, maintenant avec globalisation, les repas, les produits spécifiques, à Clermont, il y a 2 magasins slaves avec les produits. Donc en fait, s'il me manque des produits spécifiques, je sais où aller. Ouais. Ici, il n'y en a pas dans l'un, il y en a dans l'autre. Je pense que ça va être les gens. Ça va être les Ouais. gens. Ouais. Ici, là-bas, c'est la famille, ici, c'est des amis. Et puis, mine de rien, ça crée les liens, même comme ça, différents. Là, Ouais, t'es tiraillée en vrai. T'es vraiment tiraillée. je suis la personne du monde. Ouais. J'ai des attaches partout. Même ma copine à Londres. Voilà, on est vraiment tous éparpillés un peu partout. Il manque plus que quelqu'un aux États-Unis. Et puis voilà, ça va être vraiment tout le continent couvert. Mais comment tu composes aujourd'hui parce que du coup, t'as dit que t'es arrivée en France, c'était la fête. Ensuite, 3 ans après, c'était la dépression. Et maintenant que t'as passé tout ça et que t'es toujours un peu, tu disais, toujours un peu dans ton ressentiment, enfin pas dans ton ressentiment, mais dans ta dépression, enfin pas la dépression, mais je veux dire dans je dirais. de la mélancolie, voilà. Comment tu composes aujourd'hui, comment tu fais pour aller mieux, comment tu fais pour ta santé mentale quand tu te sens moins bien et tu disais que tu avais envie d'aller sur les genoux de ta maman et tout, comment tu gères? Déjà, par exemple, typiquement le fait d'en parler, ça fait du bien et puis ça fait aussi remonter certaines choses parce que là, par exemple, je vais prendre le bus et je vais encore réfléchir à de quoi on a parlé et puis ça va me remettre quelque chose sous format, j'aurais dû faire ça ou dire ça, Ouais. mais dans le bon sens du terme. Et j'essaie de ne pas trop rester seule et si ça m'arrive, en fait, ne pas prendre ça comme une punition, mais plus comme une opportunité d'apprécier ce calme parce qu'à tout moment, la vie peut changer. Parce que je veux avoir une famille, je veux avoir des enfants et je sais qu'avec des enfants, une fois ils sont là, les 16 premières années, ça va être quelque chose. Donc en fait, en ce moment, je me dis, profite. Si c'est comme ça, c'est pour quelque chose. Il y a des raisons derrière tout. C'est que aussi, il y en a certains qui disent on vit ce qu'on attire et ce qu'on exige. Inconsciemment. C'est peut-être que moi, inconsciemment, j'ai besoin de vivre un peu ce mou pour après mieux rebondir et pour me dire qu'en fait, voilà, tu t'es reposé, maintenant, vas-y, déchire tout. Mais en fait, juste, j'essaie de ne pas me punir, ne pas me dire que... être indulgente avec moi-même. Petite question, c'est quoi la morale? Qu'est-ce que tu as rencontré de toi-même en venant? Tu disais qu'il y avait 2 Anastasia tout à l'heure. Oui. Et l'Anastasia française, elle a quoi de différent? Qu'est-ce qui est arrivé en plus ou en moins ou je sais pas. Je dirais que Anastasia française, elle est plus responsable, un peu plus pas coincée. Comment on dit de quelqu'un qui est un peu toujours Rigide, retenu, non.
Ouais, un peu plus concert en vrai. Ouais. Balai dans le cul, quoi. Ouais. C'est une autre manière de le dire. Oui. Mais je vois que dans tes citations, t'aimes bien les fesses. Je suis riche en fesses, donc du coup, je les promeux dans le monde. Donc, c'est la beauté de fesses. C'est une bonne Non, mais- cause. Oui, non, en plus, c'est vraiment le hasard. Ça n'a rien à voir avec les choses. Mais oui, un peu plus sérieuse et responsable, des fois, pas dans le bon sens, qui a du mal à se déteindre, alors que Nastia, elle est vraiment plus... Nastia, elle est restée à 21 ans quand elle est arrivée en France. C'était son premier pays étranger, et tout de suite pour vivre, et pas juste pour voyager, découvrir un peu autrement. Quoi. Mais oui, mais en tout cas, merci beaucoup d'être venu. Merci d'avoir partagé. La conversation aurait pu être beaucoup plus longue, mais Dans le doute, la météo. pour ne pas se prendre une pluie. Exactement. Mais merci beaucoup d'être venu, ça fait trop plaisir. Et Merci. notre invité de qualité, s'il vous plaît, dites-le en commentaire, est venu de Clermont-Ferrand juste pour le podcast. Alors merci beaucoup. Avec plaisir, merci pour l'accueil. Bon, là, on va s'envoler. Et ben voilà, du coup, si ça vous a plu, n'hésitez pas à commenter, à partager, à nous laisser de jolis commentaires, à liker, tout ça. Voilà, merci beaucoup d'avoir regardé jusqu'à la fin si vous avez regardé. Ah, mon Dieu. Et si vous voulez, n'hésitez pas à répondre. Je mettrai un lien en commentaire pour ceux qui veulent aussi participer au podcast, qui veulent venir raconter des moments de leur vie qui ont été plus ou moins importants. Voilà. Merci beaucoup, j'irai pas plus loin parce que... Merci. Merci beaucoup. До свидания.